Dans ce 20h, quelques étapes de la récente visite officielle effectuée par le président de la République Alassane Ouattara en Turquie, des audiences et plusieurs autres rencontres avec des opérateurs économiques. Comment les raffineries africaines devraient-elles accompagner le continent dans son processus de développement? La question était au centre de la 10e Assemblée générale de l'ARA, l'association des raffineurs africains tenue à Cape Town, en Afrique du Sud. À suivre dans ce journal la présentation du rapport de la Côte d'Ivoire relatif à la mise en œuvre du pacte international sur les droits civils et politiques ratifié pour la première fois en Côte d'Ivoire en mars 1992. L'actualité à l'étranger, élection présidentielle au Nigeria, l'heure est désormais au dépouillement. On devrait connaître ce lundi le nouveau président. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Dans une dizaine de minutes, comme tous les lundis, le grand format de la rédaction consacré aujourd'hui à la lutte contre la cybercriminalité. Revenons sur quelques temps forts de la récente visite officielle effectuée par le président de la République Alassane Ouattara en Turquie. Le chef de l'État a accordé des audiences. Il y a eu plusieurs entretiens avec des opérateurs économiques dans le cadre du forum d'affaires ivoiro-turc organisé à Istanbul. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Habiba Dambélé. Le président d'Exim Bank Turquie a été la première personnalité à être reçue par le chef de l'État en marge du Forum d'affaires Côte d'Ivoire-Turquie. Son institution s'est dit disposée à aider la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines, notamment l'agro-industrie, la construction, les transports, le commerce et le tourisme. Nous allons parler de ce dont il faudrait à la Côte d'Ivoire pour assurer son développement économique et social. On sait aujourd'hui qu'en Afrique, l'une des orientations, c'est que les pays réduisent au maximum leur dépendance par rapport aux ressources naturelles. Et là, en particulier dans le cas de la Côte d'Ivoire, on a un véritable exemple de diversification de l'économie. En ce qui concerne la Turquie, notre objectif n'est pas de chercher à vendre des biens et des services, mais à partager notre expérience avec un pays frère. Monsieur Mita Yegun est le président de l'Association des entrepreneurs turcs. Association forte de 140 membres, son organisation souhaite investir en Côte d'Ivoire. Le président de la République ivoirienne a exprimé son souhait de travailler avec les compagnies turques en vue des investissements sur le territoire ivoirien. Monsieur le Président a précisé que leur association qui compte à peu près 140 membres est disposée à collaborer avec la Côte d'Ivoire sur la construction de tous les immeubles, des barrages, des hôpitaux et donc des infrastructures. Le patron du groupe Limak, Nia Ozdemir, se lance à la conquête du marché ivoirien. Son projet concerne une cimenterie d'une capacité de 1 million de tonnes et ce projet est en pleine réalisation. Nous sommes en train d'attendre les permis. Et donc le président de la République nous a dit que ces permis seront obtenus jusqu'à fin avril. Nous allons investir 50 millions de dollars dans ce projet. Avec, dans un premier temps, 100 personnes qui seront recrutées. Et nous avons déjà pris cette décision et les démarches sont en cours. Et je crois que c'est dans 10 mois que ce projet sera achevé et cette usine commencera ses activités. Le dernier investisseur à être reçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est le président de Souma, M. Selim Bora, constructeur dont le groupe a à son actif de grands projets. Nous sommes le constructeur des centres congrès à Dakar, où on a fait le francophonie il y a 3 mois. Et nous sommes aussi le constructeur de centre congrès à Malabo, à Sipopo, pour Guinée équatoriale, pour le sommet de l'Union africaine. Alors on a parlé un petit peu comment on peut réaliser un projet ensemble à Côte d'Ivoire. Et le président a été très content de rencontrer notre société ici en Turquie. Alors on parle des possibilités, comment réaliser ce projet ensemble. Tous ces opérateurs économiques ont relevé leur grande admiration pour le président de la République, dont les actions de bâtisseurs ont dépassé les frontières ivoiriennes. C'était le compte-rendu de notre envoyé spécial en Turquie.
Abiba Dambélé. Comment les raffineries africaines devraient-elles accompagner le continent dans son processus de développement? La question était au centre de la 10e Assemblée générale de l'ARA, l'association des raffineurs africaines, tenue à Cape Town, c'est en Afrique du Sud. Le compte-rendu de Jean-Jacques Kwame. Développement du capital humain, formation et employabilité des jeunes dans le secteur, dotation en infrastructures modernes par des investissements massifs, voilà les grands défis à relever par l'industrie africaine du raffinage pour faire face à la croissance économique et démographique du continent. L'enjeu est de pouvoir continuer à fournir au marché africain des produits pétroliers tant en qualité qu'en quantité dans les prochaines années. Autre actualité qui a dominé cette 10e Assemblée générale, la chute des cours du pétrole qui aujourd'hui est estimée à environ $50 le baril. L'analyse du secrétaire exécutif de l'ARA. Comme les raffineries, ce sont des sociétés, je dirais, socialement responsables. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, nous sommes un petit producteur de pétrole. Nous sommes, disons, attachés en tant que société socialement responsable à ce qui se passe au niveau du portefeuille des consommateurs. Donc la baisse du pétrole, nous pensons au niveau du raffinage africain, c'est à ce titre-là que je parle, est une bonne chose. Mais en ce qui concerne, on va dire, les pays producteurs de pétrole, qui sont exportateurs de pétrole brut, pour eux, ce n'est pas une bonne chose parce qu'on se rend compte que dans les pays pétroliers, la manne pétrolière sert à financer beaucoup de programmes sociaux. Cette 10e Assemblée générale dénommée Arawic a vu la reconduction du secrétaire exécutif l'ivoirien Joël Dervin et du président en exercice, le Gabonais Pierre Redono Ndiaye, pour un nouveau mandat d'1 an à la tête de l'ARA. Des innovations sont en vue pour cette nouvelle mandature. Il n'y aura plus cette distinction entre membres et membres associés. Parce qu'à l'origine, les membres étaient les raffineurs et les membres associés, ceux qui n'étaient pas dans le raffinage, mais dans le stockage, la distribution et l'importation des produits. Aujourd'hui, il y a une cohésion au niveau de l'ARA, et ce qui traduit effectivement l'évolution de l'ARA, c'est-à-dire que l'ARA va de plus en plus s'ouvrir vers le monde pétrolier aval, en dehors du raffinage. Cette année, 532 délégués venus des 4 coins du continent et d'Europe étaient présents à cette 10e Assemblée générale de l'ARA. Pour 2016, l'ARA a donné rendez-vous aux délégués à Marrakech, au Maroc. Dans l'actualité également, l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, a tenu ici à Abidjan sa réunion plénière des commissions nationales, une concertation qui avait pour objectif de réviser l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif. Des précisions. L'accès au financement, un obstacle majeur aux activités économiques des États membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Afin de régler définitivement ce problème, une réunion plénière des commissions nationales de l'OHADA se tient à Abidjan pendant 2 jours. Elle précède la 39e réunion du Conseil des ministres dont la Côte d'Ivoire assure la présidence. Pour Nyenema Mamadou Koulibaly, président du Conseil des ministres de l'OHADA, les travaux de révision permettront de rendre accessibles les financements dans les États membres. S'agissant d'une révision ciblée de l'acte uniforme, il est attendu des experts membres des commissions nationales OHADA qu'ils contribuent à la mise au point d'un projet définitif et consensuel qui puisse être présenté à la toute prochaine réunion du Conseil des ministres. La révision de ce texte est de la toute première importance dans le cadre des réformes en cours visant à promouvoir le climat des investissements dans la zone OHADA. Avec des outils juridiques clairs, efficaces et adaptés au traitement de l'insolvabilité, les commissions nationales doivent jouer pleinement leur rôle dans cet important processus. Nous avons à l'OHADA un texte sur le sujet, mais ce texte n'est plus adapté aux réalités d'aujourd'hui. La plupart des entreprises qui sont en difficulté sont liquidées. Ou alors il y a des entreprises qui doivent de l'argent à pas mal de personnes, mais qui ne sont pas du tout liquidées, mais qui sont là et qui constituent finalement des poids morts pour l'économie. C'est un danger. Donc il faut trouver un moyen pour assainir ce secteur de fonctionnement des entreprises. Ce projet de révision de l'acte uniforme a été rédigé par une trentaine d'experts des 17 États membres de l'OHADA.
Et le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques était en Suisse. Nyenema Coulibaly est allé présenter le rapport de la Côte d'Ivoire relatif à la mise en œuvre du pacte international sur les droits civils et politiques. Ce pacte a été ratifié pour la première fois en Côte d'Ivoire en mars 92, le compte-rendu de Lansine Ouattara. Devant le comité des droits de l'homme lors de ce passage de la Côte d'Ivoire à Genève en Suisse, Nyenema Mamadou Coulibaly, garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, a souligné les différents points en matière de défense des droits de l'homme et des libertés depuis la période post-multipartisme. Les efforts déployés par notre pays pour donner effet aux droits reconnus par le pacte se poursuivent depuis lors. Le cadre normatif et institutionnel, tout comme des mesures de politique générale, ont connu des avancées significatives dans divers domaines, notamment la promotion de l'égalité du genre, la protection des personnes vulnérables, l'identification des personnes vivant en Côte d'Ivoire, le relèvement du système judiciaire et pénitentiaire. Plusieurs initiatives mises en place dans le cadre de la promotion des droits de l'homme et de l'égalité des sexes ont été également expliquées. Nous nous sommes engagés pour rendre efficace la lutte pour le genre, de scolariser au maximum la jeune fille. Vous le savez, le gouvernement est en train de rendre gratuit la scolarisation et obligatoire la scolarisation jusqu'à 16 ans, ce qui permettra aux jeunes filles de déjà avoir des faveurs, de pouvoir éclore en tant que capacité ou en tant qu'experte dans certains domaines. Avec quelques observations du comité invitant à poursuivre les réformes pour répondre aux exigences du pacte ratifié par la Côte d'Ivoire en 1992, le ministre Nyenema Mamadou Coulibaly s'est dit confiant quant aux prochains examens. La Côte d'Ivoire a d'ailleurs reçu les félicitations du comité d'experts, mais aussi le soutien du Maroc et du président du Conseil des droits de l'homme au cours de cet exposé. Fraude à la carte bancaire, anarque à la webcam, vol de comptes mobiles. La cybercriminalité est tout simplement le fléau de ces dernières années. Et pour protéger les usagers du web et des technologies de l'information et de la communication, eh bien, le gouvernement ivoirien a décidé de renforcer la cybersécurité dans le pays. Notre reporter Alexis Ouedraogo s'est penché sur ce sujet d'actualité dans ce grand format proposé par la rédaction. 2014. Deux jeunes Français se suicident sous la menace de cybercriminels ivoiriens. Ils sont victimes de l'arnaque à la webcam. Cette même année, près de 400 plaintes de cyberescroquerie sont répertoriées. Le montant des préjudices est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. Le gouvernement ivoirien retrousse ses manches. Les coupables sont identifiés et interpellés. Un objectif vigoureux assigné: sécuriser le cyberespace ivoirien. Parmi les plus célèbres arnaques sur la toile, celle à la webcam. Les vidéos compromettantes sont enregistrées et utilisées comme pièces de chantage pour la victime. Un jour, M. Quadio reçoit l'ajout d'une personne qu'on va appeler Philomène. Philomène lui demande de l'ajouter à sa liste de contacts. M. Quadio accepte. Un jour, Philomène lui dit « Ok, je souhaiterais qu'on échange via la webcam, qu'on se voie ». Derrière, Philomène a un logiciel qui lui permet, si tu veux, de faire une simulation. Voilà, une vidéo déjà préenregistrée. Et M. Quadio, là, va croire qu'il s'agit d'une personne réelle. Maintenant, Philomène, pendant le chat, va lui dire « Est-ce que tu peux te mettre nu ?» M. Quadio se met nu, se laisse avoir. Et pendant ce temps, là-bas, Philomène procède à des enregistrements. Selon la direction ivoirienne de l'informatique et des traces technologiques, au-delà de l'arnaque au sentiment, la cybercriminalité concerne aussi l'organisation de fausses loteries, les fraudes sur les cartes bancaires, les SMS de fausses promesses d'emploi ou d'immigration et de plus en plus d'arnaques liées aux services de paiement par téléphone mobile. Les moyens de paiement mobiles sont en train de se généraliser. Nous recevons beaucoup de plaintes de personnes, d'Ivoiriens, qui voient leur crédit disparaître, tout ça. Donc on a de moins en moins d'arnaques classiques et de plus en plus de petites arnaques liées justement à ces comptes mobiles.
Si pendant longtemps les agressions étaient tournées vers l'extérieur, 60% pour la France, à ce jour, le ratio des victimes résidant en Côte d'Ivoire est de plus en plus important. Pour donc protéger les usagers des technologies de l'information, le gouvernement s'est doté d'instruments théoriques et pratiques de lutte. Premier cité, la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité, un dispositif essentiellement répressif. Je peux vous assurer que cette loi permet aujourd'hui d'être très efficace en matière de lutte contre la cybercriminalité. Il y a quelques années, quand on parlait de cybercriminalité, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de photo. Aujourd'hui, chaque fois que nous en parlons, nous montrons des visages. La DITT a été mise sur pied avec des services spécialisés chargés des infrastructures de télécommunications. Elle apporte une assistance technique aux services répressifs de la justice. C'est dans son sein que se trouve la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC. C'est vrai qu'ils arrêtent les cyber-escrocs qu'on appelle communément les brouteurs, mais ils font également de la prévention en expliquant comment se protéger, en utilisant les bons mots de passe, en évitant de cliquer sur des liens étrangers qu'on ne connaît pas. La PLCC a d'ailleurs mis en place un dispositif de plainte en ligne et dispose d'une page Facebook qui diffuse régulièrement des conseils et avis de recherche sur les escrocs identifiés. Le site permet également, à travers un moteur de recherche, de vérifier si un numéro de téléphone, un email ou encore un pseudo est impliqué dans une affaire de cybercriminalité. Ce qui a été fait, c'est justement d'essayer de contrôler ce phénomène, faire en sorte d'abord qu'il baisse ou alors qu'il se stabilise, et également beaucoup de coopération, d'enquête avec d'autres services de police. La sensibilisation est un volet important de la lutte. De nombreuses actions sont entreprises. Objectif, informer et former les jeunes à une utilisation licite des TIC. Les usagers des TIC sont toutefois exhortés à la prudence et à la vigilance. Quand vous n'avez pas d'antivirus sur votre ordinateur, vous vous exposez. Quand vous allez sur des sites que vous ne connaissez pas ou que vous répondez à des messages de personnes que vous ne connaissez pas, vous vous mettez vous-même en risque. Quand quelqu'un vous interpelle dans la rue et qu'elle ne vous connaît pas, vous vous méfiez un peu. Il faut avoir ce type de méfiance sur les réseaux, sur les réseaux informatiques et télécoms. Autre mesure prise pour renforcer les ressources humaines qualifiées dans le domaine, un établissement, les ATIC, a ouvert ses portes. Il se veut carrefour africain des TIC. Les ATIC, donc l'école supérieure en matière de formation des technologies de l'information, qui est mise en place, va permettre d'avoir les cadres qu'il faut pour ce pays. Pour l'heure, les efforts fournis par la Côte d'Ivoire en matière de lutte sont salués, même si beaucoup d'actions restent à faire, notamment la poursuite de l'identification des cybercafés et des personnes les fréquentant, ou encore le renforcement des moyens d'intervention des services en charge de la prévention et de la répression. Voilà, c'était le grand format de ce 20h avec Alexis Ouedraogo. Les opérateurs de la filière porcine et les animateurs des groupements de défense sanitaire ont été formés. Ils ont donc renforcé leur capacité sur leur connaissance du fonctionnement des groupements de défense. Leur mission, prévenir les risques sanitaires au niveau de la filière porcine, nous dit notre reporter, Lanciné Bakayoko. Au dernier trimestre de l'année 2014, plus de 2000 têtes de porc ont été décimées par une épidémie à San Pedro. Si la maladie s'est vite propagée et causé un tel préjudice, la principale raison est que l'information sanitaire n'a pas été bien maîtrisée. C'est tout l'enjeu de la mise en place des groupements de défense sanitaire GDS, fortement soutenus par le gouvernement. Si nous mettons des GDS en place, ça va nous permettre non seulement de prévenir ces maladies, mais de les circonscrire lorsque ces maladies-là apparaissent le plus tôt possible pour éviter que ça se répande. L'atelier de formation a été initié par l'interprofession porcine en collaboration avec le projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire, PASA HPV. Les 10 groupements de défense sanitaire vont ainsi pouvoir renforcer la relance de la filière porcine. Et cela passe par la maîtrise des risques sanitaires en élevage fondée sur une démarche préventive. Constitués d'éleveurs de porcs, de l'administration et de vétérinaires, les GDS ont obligation de contribuer à la détection précoce et surtout à la prise en charge des cas. En ce qui concerne la santé animale et la prévention également, nous devons pouvoir détenir des informations en temps réel, en heure, par nos groupements que nous installons, de telle sorte que nous puissions réagir le plus rapidement possible. Cet appui à la filière porcine entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet à la relance des filières agricoles
issu du contrat de désendettement et de développement CDD signé entre Yamoussoukro et Paris. Le cheptel porcin ivoirien est constitué d'environ 350 000 têtes pour 1500 éleveurs. Parlons maintenant de la politique. La mobilisation autour de la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain se poursuit. À Thiébissou, par exemple, la mission de mobilisation a été confiée au secrétaire départemental du RDR, le Rassemblement des Républicains. Le point avec Charles Tatou. La flamme militante du RDR est allumée dans la ville de Thiébissou. Cette chaleur militante qui habite désormais les inconditionnels du RDR de la localité est à l'actif d'un cadre de la région très engagé dont les actions en faveur de son parti sont connues de tous. Portée à la tête de la section locale, la vision du nouveau secrétaire départemental du RDR, Ousmane Bamba, outre le rayonnement de son parti, faire en sorte que les jeunes ruraux de Thiébissou se prennent en charge. J'ai dit à mes jeunes frères, ne réfléchissons pas, retournons à la terre. D'où ces tracteurs-là. Il fallait leur donner un coup de main, il fallait leur faire des prêts. J'ai dit, je veux 5000 tonnes de riz avant l'arrivée du chef de l'État. Normal pour les militants du RDR de réaffirmer par cette rentrée politique leur soutien au nouveau secrétaire départemental, mais surtout démontrer la vitalité de leur formation politique. Président de la cérémonie, le député de Koumassi, par ailleurs ministre de la fonction publique, Cissé Bakongo, y a effectué le déplacement avec une forte délégation composée de cadres de son parti et de leaders de mouvements de soutien issus des partis du RHDP, notamment Atour et Force 2015. Il a saisi l'occasion pour exhorter le nouveau secrétaire départemental au sens d'ouverture et d'humilité, afin de ramener les frustrés et permettre aux militants des autres partis de voter le président Alassane Ouattara aux élections de 2015. Nous avons vu sous les bâches que toutes les communautés étaient représentées. Les chefs des 110 villages qui constituent Thiébissou étaient tous là, sans contrainte. Je voudrais donc l'assurer du soutien du parti. Une visite des nouveaux locaux de la section du RDR a ponctué le meeting. L'actualité à l'étranger. Au Nigeria, l'heure est désormais au dépouillement après les scrutins présidentiels et législatifs organisés hier dimanche. On devrait connaître ce lundi le nom du nouveau président dans 8 des 36 États que compte la fédération et dans la capitale Abuja. Le président sortant Goodluck Jonathan et son adversaire Mahamadou Buhari sont donnés très proches selon les premiers résultats partiels de cette élection présidentielle. Le Nigeria, qui compte 69 millions d'électeurs, a donc voté ce week-end pour élire non seulement le président de la République, mais également les 109 sénateurs et les 360 députés de ce pays, le plus peuplé du continent africain. Et puis au Yémen, une frappe de la coalition conduite par l'Arabie Saoudite dans le nord-ouest de ce pays a fait 45 morts. Selon un nouveau bilan de l'Organisation internationale pour les migrations, au moins 45 personnes ont été tuées et 65 blessées depuis les frappes de la coalition pour chasser les milices chiites houthis. Revenons au pays pour parler de formation dans le domaine du cinéma. Les droits relatifs à l'usage de la musique dans un film ont été expliqués aux professionnels du cinéma au cours d'un atelier organisé à l'Institut français ici à Abidjan. Le compte rendu de Abou Sanogo. La musique à l'image ou la musique de film. Il en a été question au cours d'un atelier de formation à la célébration du cinquantenaire du cinéma ivoirien. L'avocat Laurent Klein, venu de France, animant le thème le droit à la synchronisation, a permis aux professionnels de comprendre les droits liés à la diffusion d'une musique dans un film. Le droit de synchronisation peut aussi naître lorsque la musique est spécialement créée pour le film, pour l'œuvre. Dans ce cas, le compositeur de la musique de film sera un auteur du film au même titre que le réalisateur, le scénariste, l'auteur des dialogues. Il va rentrer dans l'équipe du film. Voilà. Donc on a deux cas pour le droit de synchronisation, soit la musique préexistante, soit la musique spécialement composée pour le film.
Balafon et la tradition de Balafon, de la tradition à la modernité, c'était le thème de la 2e édition du Festival international du Balafon. Ce festival réunit des experts africains et européens autour de la promotion, mais surtout de la valorisation du Balafon. On retrouve encore Abou Sanogo. Le balafon chromatique, facteur de cohésion et d'unité. Il permet d'allier tradition et modernisme. Pendant 4 jours, cet instrument fédérateur des sons de balafon a été mis en valeur au cours de la 2e édition du Festival Balafon à la Galerie d'Art Le Basquiat à la Riviera 2. Compositeur, je viens de Paris et je suis ici parce que j'ai composé une œuvre en fait pour balafon, un balafon qui dialogue aussi avec l'électronique pour le grand balafoniste Babanga Niek. C'est vraiment une richesse de balafon chromatique qui nous est présentée, qui fait une synthèse de tous les balafons qui existent en Afrique. Et on a appris là que chaque balafon en Afrique a un langage particulier et le balafon chromatique vient réconcilier tous ces balafons. Selon Babanga Niek, initiateur du Festival international de balafon, les activités sont destinées à la sensibilisation des populations à l'usage de l'instrument. Mettre en place un festival international de balafon, c'est important. C'est important pour nous parce que ça fait partie de nos activités dans la mesure où nous avons besoin de diffuser. Non seulement de diffuser nos œuvres, mais de sensibiliser. Pour la 2e édition, le message que nous voulons donner, c'est balafon et valeurs humaines. Nous voulons tout faire pour que la population comprenne que pratiquer du balafon, écouter du balafon, ce n'est pas vain. C'est aussi un prétexte pour remettre à l'ordre du jour les valeurs humaines, les valeurs de paix, les valeurs de respect mutuel, les valeurs de respect de l'aîné, de rassemblement. Au menu de cette 2e édition, des expositions, un colloque international, des ateliers et des concerts de balafon. Le ministre de la Culture et de la Francophonie était récemment au lancement de la 11e édition du FICAD, le Festival international de la culture et des arts de Daoukro. Cette édition 2015 avait pour thème diversité culturelle et développement local. Pour en savoir davantage, suivons ce compte-rendu de Kone Pargassoro. Place Henri Konan Bédié de Daoukro, cadre choisi pour la cérémonie officielle du Festival international de la culture et des arts de Daoukro FICAD 2015. Initié par le conseil régional d'Elifou, la mairie et la jeunesse de Daoukro, le FICAD est à sa 11e édition. Les responsables de ce festival entendent faire de cet événement le socle de la culture ivoirienne. Vous avez vu le Zaouli de Manfla, de la Grande Maraoué. Vous avez vu une troupe artistique du Bamfing, du Touba. Vous avez vu une danse traditionnelle baoulée. C'est un peu ça le FICAD. C'est poser le brassage des cultures des peuples. Présent, le ministre de la Culture et de la Francophonie salue l'initiative. En instituant ce festival, cette équipe de jeunes enthousiastes nous permettent de communier et de célébrer notre vivre ensemble dans la fraternité et dans la communion des cœurs. Le FICAD bénéficie également du soutien du président Henri Konan Bédié, représenté à la cérémonie par l'inspecteur général d'État, Nyamien Ngoran. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de manifestations de ce type, mais vous avez été un des tout premiers à organiser le FICAD qui a acquis ses lettres de noblesse. Diversité culturelle et développement local, thème retenu cette année par les organisateurs du FICAD. Après les allocutions, la coupure symbolique du ruban, la visite des stands, autorités élus cadres organisateurs du FICAD ont rendu un hommage au président Henri Konan Bédié, autorité morale du FICAD 2015. Débuté le 27 mars, le Festival international de la culture et des arts de Daoukro prendra fin le 5 avril prochain. Voilà, après ce journal, vous avez rendez-vous avec le service sport et Anne-Marie Nguessan est dans l'autre studio. Bonsoir Anne-Marie Nguessan. Alors, dans un premier temps, j'ai juste une question. La Côte d'Ivoire a fait 2 matchs amicaux, un match avec l'Angola. La Côte d'Ivoire a gagné par le score de 2-0 et face à la Guinée équatoriale, 1 but partout. Ce sont des résultats dignes d'un champion d'Afrique, Anne-Marie?
Bonsoir David. Disons que l'objectif de ces deux rencontres, d'abord contre l'Angola et ensuite contre la Guinée équatoriale, pour les éléphants de Côte d'Ivoire, était de dire merci aux Ivoiriens pour leur soutien pendant la CAN 2015, en leur offrant bien sûr une très belle prestation au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais il va sans dire que cela n'est pas le seul objectif, étant donné que ces rencontres amicales internationales comptent pour le classement FIFA. Et la Côte d'Ivoire, qui est actuellement deuxième, veut reprendre sa place de première nation, disons, africaine. Et voilà, la Côte d'Ivoire, donc, avec une victoire et un nul, a assuré l'essentiel et reste invaincue depuis la CAN 2015, David. Alors, le reste, les temps forts de cette émission tout à l'heure. Débrief des deux matchs, bien sûr, de la Côte d'Ivoire. Nous allons nous attarder aussi sur le basketball avec la réunion du comité central de FIBA. Et bien sûr, il y aura le festival international de Scrabble qui se déroule actuellement ici à Abidjan. Je serai bien sûr en compagnie de Ange Assokrou et Fatima Assibé pour ce lundi sport d'aujourd'hui. Merci Anne-Marie Nguessan, donc lundi sport, dans quelques instants. C'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir regardé.